Alors, je pense que dans un premier temps, j'aimerais que l'on puisse entendre chacun des participants. On va commencer par Sophie Debert, qui est donc à ma droite, il n'y en a qu'une, je ne peux pas me tromper, qui va nous parler de la valorisation du patrimoine éducatif et de l'innovation pédagogique. Elle est à la bibliothèque universitaire de l'EPSE Lille Nord-de-France, donc voilà, de l'ESP, pardon, effectivement, Lille Nord-de-France, et je lui donne la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter un projet de web-série intitulé Objet de prof, qui est dans le cadre de l'ensemble du réseau des bibliothèques universitaires Lille Nord-de-France. Donc nous, notre patrimoine, il provient essentiellement des écoles normales, donc tout ce qui était élèves, milieu scolaire de la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, donc c'est-à-dire les écoles normales d'Arras, de Douai et puis de Lille. Donc notre patrimoine est pédagogique en soi. Ensuite, ils se sont transformés en IUFM, toujours pour la formation des maîtres en 1991. Et en 2013, on est devenu SP, c'est-à-dire École supérieure du professorat et de l'éducation. Donc j'insiste vraiment sur le dernier terme, éducation, c'est-à-dire que maintenant on va dépasser l'instruction. On forme le citoyen de demain. Et je pense que c'est pour ça qu'il était intéressant qu'on intervienne aujourd'hui, puisque c'est le service, se mettre au service du citoyen de manière globale. Donc ce qu'on voulait en valorisant le patrimoine dont on disposait, c'était aussi pour servir la formation des professionnels que nous on sert. Donc notre public à nous, à la base, c'était nos étudiants, donc qui souhaitent être professeurs des écoles et qui passent le concours prochainement, mais également ceux qui souhaitent être conseillers d'éducation, et aussi nos formateurs, donc en discipline spécifique. Donc nous, notre question, c'était vraiment comment faire pour valoriser tout ça en même temps. Donc on avait vraiment une masse d'objets qui étaient disséminés un petit peu partout. Donc pour les bibliothèques, vous voyez, on a énormément d'ouvrages imprimés, que ce soit des revues, que ce soit des monographies, mais on avait aussi des planches pédagogiques ou des planches géographiques. Et certains objets éducatifs, comme vous voyez en haut à droite, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu, c'était des bandes freinées en fait, où les élèves pouvaient directement répondre aux questions et s'auto-corriger, si vous voulez. Alors ça, c'est pour la bibliothèque. Ensuite, on a le service archives qui dispose évidemment d'archives, mais aussi d'objets artisanaux qu'on a pu récolter avec des échanges avec d'autres établissements de formation à l'étranger, par exemple. Ça, c'était quelque chose du Portugal. Et vous n'avez pas de photo ici, mais le laboratoire... les préparateurs pour les cours de chimie, etc., disposent d'énormément d'instruments scientifiques puisqu'ils ont contribué à les conserver à l'époque. Et lors de l'intervention précédente, on signalait justement que pour garder le patrimoine, il fallait être conscient de savoir que ça pouvait être du patrimoine dans le futur. Et là, ça a été le cas puisqu'on avait pour projet de tout jeter. Et finalement, ça a été conservé grâce au personnel de l'IUFM, du coup, à l'époque. Donc, pour nous... Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la problématique en quoi la pédagogie d'autrefois peut servir la formation d'aujourd'hui. Et un peu plus loin, on peut aussi se demander comment ça peut servir le citoyen lambda, puisque nous, on a pour but de former les gens qui forment les citoyens de demain. Donc ça touche vraiment toutes les particularités. Donc en premier lieu, il fallait savoir comment valoriser tout ce patrimoine très varié. Donc on a créé un groupe de travail avec vraiment différents services. Donc on avait à la fois des services qui ont vocation à conserver ces collections ou alors à s'appuyer dessus dans le cadre de leur travail. Donc on avait bien sûr les bibliothèques, le laboratoire qui travaille toujours avec les formateurs, la recherche en histoire de l'éducation. On avait Antoine, évidemment, pour le patrimoine, et puis c'est à peu près tout pour ça. Et ensuite, on avait des services compétents en termes de valorisation et de médiation. Donc le service communication qui tenait vraiment à ajouter une valeur ajoutée aux nouveaux établissements qui étaient les SP, puisque c'était des écoles supérieures. Donc ils voulaient quelque chose en plus que dans une université. Et l'élément déterminant, ça a surtout été le service SINAP, c'est-à-dire service innovation numérique et accompagnement pédagogique, qui eux disposent d'un studio de tournage et de personnel aux compétences adéquates pour pouvoir former de la vidéo. Du coup, nous, on a voulu s'inscrire dans l'air du temps
Et le fait d'avoir ce studio, ça nous a permis de nous décider en disant qu'on allait faire des vidéos et les diffuser sur YouTube. De là, on s'est dit YouTube, on ne va pas forcément uniquement se consacrer à nos étudiants et à nos formateurs, on va essayer d'élargir le public visé. Donc, on a voulu vraiment mettre de l'humour dans ces vidéos pour vulgariser et pour que tout un chacun ait envie de regarder ces vidéos courtes. Donc, on essayait de ne pas dépasser les 3-4 minutes dans le projet initial. Et on pouvait aussi rendre service aux professeurs qui sont déjà en activité et qui pourraient avoir envie de se servir du contenu dans le cadre de leur exercice actuel. Donc, on a décidé d'élargir aussi les possibilités offertes par ces vidéos. Il fallait que ce soit vraiment amusant, mais pas uniquement, on ne devait pas uniquement apprendre quelque chose. Donc, c'était parfait avec YouTube, avec le côté décalé qu'on peut avoir avec certaines grandes stars youtubeuses. On a donc fait une étude avec tout le monde sur les séries vidéo qui existaient déjà, comme Dardar par exemple. On a étudié ce qui pouvait fonctionner avec le patrimoine pédagogique ou non. Et du coup, tout le monde s'est mis d'accord sur les critères pour valoriser tout ça. Ce qui devait nous permettre aussi de valoriser des choses pas forcément impressionnantes visuellement. Donc nous, on fonde nos vidéos sur des choses esthétiques, on y revient comme tout à l'heure, mais il fallait aussi que des choses comme des archives qui ne représentent rien lorsque vous les mettez par exemple dans une vitrine sans explication à côté, puissent être intégrées pour servir ce discours-là. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on voulait surtout pas tomber dans le cliché de la vieille classe avec le tableau noir, le vieux tablier du maître d'école. Il fallait vraiment de la modernité. Donc toujours par rapport à YouTube, je pense que vous devez le connaître également. Du coup, le nom qui a été choisi par l'ensemble de l'équipe, ça a été Objet de prof, avec le petit symbole du compas qui représentait, on trouvait assez bien l'école, l'ancienne école, tout en créant quelque chose de moderne avec ce logo. Du coup, en ayant tout ça, on s'est dit que c'était dommage de se limiter uniquement à des choses dont nous on disposait. Il pouvait y avoir d'autres institutions qui pouvaient présenter des choses en rapport avec ce que nous on présentait, et ça pouvait servir le discours. D'autre part, ça pouvait aussi permettre de créer des partenariats avec ces institutions. Donc vraiment, c'était aussi une valeur ajoutée pour notre public. Maintenant qu'on savait à peu près ce qu'on voulait faire, étant donné que tout ce patrimoine était très varié, il fallait décider de ce qu'on allait choisir de valoriser en premier. Donc ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a recruté une stagiaire qui s'appelait Pauline Denel, qui a fait un inventaire vraiment des choses les plus impressionnantes. Et on a réussi à créer des espèces de saisons logiques de 6 épisodes, en premier lieu. Et on a priorisé tout ce qui pouvait être intéressant de montrer avant tout. Donc la première saison, ce sera la biologie. Donc on a tourné 2 épisodes pour l'instant. Et on aura aussi la possibilité de créer quelque chose sur l'évaluation, que ce soit de l'intelligence ou autre chose, des sciences physiques et puis l'apprentissage ludique. Ça viendra un petit peu plus tard. Du coup, ce qui était le plus impressionnant là sur ce que vous voyez, c'était l'écorché, le premier. Je vous montrerai le premier épisode dans quelques minutes. Donc, avant tout, ce qu'on a fait, c'est que les bibliothèques s'occupaient des recherches documentaires sur l'histoire de ces objets. Ensuite, on consultait les archives et le labo qui nous donnaient des renseignements éventuels sur l'histoire de ces objets, comment ils étaient arrivés dans les écoles normales ou dans les IUFM. Et nous, on se chargeait de vérifier dans les manuels scolaires qui peuplent nos BU, de vérifier ce qui était adéquat avec les programmes scolaires actuels et donc comment on pouvait former nos étudiants et proposer par exemple des applications gratuites en lien avec les thèmes qui étaient présentés. Donc les scénarios, pour les créer, on a voulu aussi s'appuyer sur la personnalité des acteurs. Donc comment on a fait ? En fait, il y a eu un casting qui a été organisé. Et c'est Nadège Joly, qui était à l'époque journaliste scientifique, qui a été recruté pour le personnage féminin, et Cyril Balayi, qui terminait sa thèse en muséologie et qui animait déjà pas mal d'ateliers de médiation, donc qui était aussi intéressé par le thème, qui ont été recrutés en tant qu'acteurs. Et donc ce qu'on a fait, c'est que toutes les recherches qui avaient été faites, on leur a absolument tout caché. On les a mis face aux objets, et je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent, mais ce sont vraiment des personnages.
Et donc, ils ont fait des improvisations dessus. Et donc, on a pris les blagues qu'ils avaient faites entre eux sur l'écorché, par exemple, et on a décidé de les intégrer au scénario pour essayer d'avoir une fluidité et d'avoir justement leur humour à eux, et ça pouvait passer très bien. Du coup, ensuite, une fois que tout ça a été fait, j'ai créé un Google Drive qui était accessible à tous, que ce soit aux acteurs, à moi, ou à Sylvain Tricoté qui était au service innovation numérique. Et lui, il a pu justement voir ce que nous, on n'avait pas les compétences d'évaluer au niveau de l'audiovisuel. Par exemple, moi je ne savais pas que telle ou telle scène était complètement difficile à produire et ne produirait pas un effet très intéressant. Et du coup, c'est vraiment cette complémentarité qui a permis de créer des choses fluides. Donc maintenant, je vais vous proposer de regarder le premier épisode, qui est un épisode pilote. Il n'y a pas encore tous les éléments, donc je vous demanderai d'être indulgent. Oh, regarde Cyril, un écorché. Il n'a pas de peau, on voit ses muscles, ses vaisseaux. Sais-tu en fait qu'il s'agit d'un objet pédagogique? Pédagogique? C'est plutôt un objet didactique. À cause de sa fragilité, seul l'enseignant peut le manipuler. Toutefois, on peut toujours aujourd'hui aborder quelques notions de biologie en classe, comme le traitement de l'air, la nutrition, le système sanguin, ou encore le système nerveux. Et on peut en fait aller encore plus loin en étudiant la relation de l'homme dans son environnement, puisqu'en fait, monsieur a des muscles, un vrai athlète, hein, et il a aussi des petits os pour se déplacer. Mais c'est très ludique. En fait, on peut enlever plein de trucs, même le disséquer. Regardez. Et puis, c'est comme un puzzle géant avec plein de numéros partout. Oui, et chaque numéro, en fait, représente un élément anatomique. Ah ça, je connais tout. J'ai vu tous les Il était une fois la vie. Ah ouais, t'as tout vu? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Il doit y avoir plus de 400 numéros. Je vais le coincer. Arcade sustartienne. Trop facile. 374. Et oui, c'est ce qui a permis aux fabricants de représenter le système sanguin. Il était doué, le Jérôme Auzout. Louis-Thomas Jérôme Auzout est né en 1797 dans la magnifique commune de Saint-Aubin-d'Écreville. Il était alors étudiant en médecine le jour et travaillait dans une usine de jouets et de cartons la nuit. Il a eu alors l'idée de créer industriellement des écorchés en polyester armé et en carton comprimé. Le tout au début du 19e siècle. Les écorchés étaient à l'échelle, mais pas forcément de taille humaine. Certains mesurent 1,80 m, d'autres nettement moins, ils sont réduits. Le nôtre, par exemple, mesure 1,20 m, mais ce n'est pas un enfant pour autant. Notez sa pomme d'Adam. On avait dit pourtant pas de sujet religieux. L'important était l'aspect scientifique et didactique. Tu sais qu'à la base, ce type d'écorché servait à l'instruction des médecins? Enfin, à l'origine, on étudiait l'anatomie sur de vrais cadavres, sauf qu'on n'en trouvait pas forcément, et en plus, la putréfaction, on les modifiait rapidement. Ça pouvait entraîner de graves problèmes comme la piqûre anatomique. Mais bon, rassure-toi, on est peu à peu passé aux écorchés de type cire et autres matériaux. Les établissements Auzout n'ont pas fait que représenter des corps humains, mais se sont aussi attachés à montrer la faune et la flore. C'est cette logique de vulgarisation qui a permis la création de liens avec le milieu scolaire dès les années 1840. D'autres éditeurs ont créé aussi ce genre d'objet en y apportant des compléments d'information.
Par exemple, avec ces champignons, ou sur le socle, il est fait mention de champignons vénéneux et champignons comestibles. D'autres éditeurs encore ont représenté des écorchés. Ainsi, l'écorché d'Hérole avec sa tête et son tronc, qui montre aussi des organes détachables. Il y a alors des fiches qui étaient fournies avec des numéros correspondant aux 10 organes. Revenons à notre ami. Si celui-ci n'est pas daté, ce type de représentation était présent dans les collèges à partir de 1837, ou à l'école normale. Mais il n'y avait pas de cours d'anatomie avant le collège. C'est plus compliqué que ça. En fait, on étudiait brièvement l'anatomie dès la maternelle et en primaire lors des leçons de choses. Ça a commencé au début du 19e jusqu'aux années 1970. Regarde par exemple, ce manuel date de 1958. On commençait à dissocier l'état de l'Église, on s'autorisait peu à peu à découvrir l'intérieur du corps. On pouvait aussi utiliser les planches grand format pour aborder l'anatomie. On en conserve pas mal dans le fonds patrimonial de l'École normale d'Arras. Il faut être vigilant lorsqu'on utilise ce type d'objet en classe de nos jours. Il est tellement détaillé qu'il peut créer une vision erronée du corps humain chez les élèves. Si on s'intéresse au système sanguin, par exemple, il ne faut pas laisser croire qu'il s'alimente au gasoil. Le sang représenté en bleu est en fait chargé en dioxyde de carbone et non en dioxygène comme les vaisseaux rouges. Heureusement, la révolution numérique est passée par là. Les images de synthèse, la 3D, ainsi que de nombreuses applications permettent maintenant d'explorer l'anatomie virtuellement. L'élève peut ainsi isoler lui-même les différentes parties du corps. Oui, et en classe, l'élève est réellement dans une démarche scientifique. Il observe, expérimente, émet des hypothèses et apprend l'histoire des sciences. Et il peut même croiser toutes ces informations avec les autres disciplines. Et... Ah oui! Professeur, on a oublié de dire quelque chose d'important. Mais si, que ce type d'objet doit être utilisé dans le cadre d'un véritable dialogue avec l'enseignant. Voilà pour la vidéo. Donc vous avez remarqué qu'on insistait beaucoup sur la différenciation entre le sang bleu et le sang rouge. Donc ça venait d'une blague justement de Nadège Joly qui avait dit à son collègue mais il a du sang bleu, il s'alimente au gasoil ou quoi? Et c'est comme ça qu'on a vraiment tout construit. Du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a permis de mettre en place une espèce de trame générale pour l'ensemble de la saison. Donc, dans une première partie, on a toujours une période de découverte de l'objet. Ensuite, on a un défi entre les deux premiers acteurs. Et puis, il se transforme en professeur antiquisant, comme vous avez vu, et en journaliste très spécial. Et là, on a un peu de sérieux, où on va parler vraiment de l'histoire de l'éducation. Et on bascule ensuite sur aujourd'hui en classe, c'est-à-dire l'innovation pédagogique. Donc, on lit vraiment les deux, et c'est comme ça qu'on sert la formation actuelle. Ça nous permet aussi de valoriser notre base de données numérique aussi, comme vous avez pu le voir avec les planches anatomiques. Et puis, avec tout ça, on s'est aperçu que des aspects inattendus étaient apparus. Nous, en tant que bibliothécaires, on a approfondi nos connaissances et donc on sert mieux nos étudiants. On s'est rendu compte que le dialogue entre les différents services permettait aussi de mieux servir nos publics puisqu'on peut renvoyer plus facilement à l'un et à l'autre. Et on peut créer d'autres idées. Donc vous avez par exemple un autre projet de série qui va être mené, qui va s'appeler Les Espériences, donc avec Romain Deledic qui est ici présent et Gilles Petit qui sont les laborantins, qui vont être les acteurs, qui vont mettre en place des expériences scientifiques réalisables à l'école primaire. Et ce sera donc lié toujours avec les bibliothèques par ma collègue Ludivine Laroulandi qui écrira les scénarios et qui s'arrangera également pour que ce soit vraiment en adéquation avec les programmes actuels. Du coup, la diffusion, ça va se faire sur la chaîne YouTube de l'ESP, donc en accès absolument libre et gratuit, ce qui nous a permis aussi d'ailleurs d'avoir des autorisations nombreuses pour diffuser des éléments de collection ou des applications de différentes institutions, puisqu'on ne tirait pas de bénéfice de ces vidéos-là. La bibliothèque dispose d'une page Facebook, donc on va diffuser ça dessus, ce qui permettra à nos étudiants éventuellement, en attendant leur bus ou en attendant dans la file de la cantine, de regarder cette vidéo puisqu'elle sera très courte. Ça permet aussi de se détendre entre deux révisions. Et on aura des fiches saison et des fiches objets qui permettront de compléter toutes les informations qui sont présentées plus ou moins succinctement dans la vidéo.
Eh bien, j'en ai terminé. Je vais céder ma place à la personne suivante. Merci de votre attention.